Bonjour à toutes et tous, merci d'être venus à cette table ronde, conférence consacrée à l'utopie et sous-titrée Utopie réalisée, utopie concrète. Donc bienvenue en utopie. L'utopie, eh bien, comme vous le savez peut-être, a été formalisée d'une certaine façon par quelqu'un qui a écrit un ouvrage qui s'appelle tout simplement L'Utopie, publié en 1516, et ça remonte à quand même maintenant. Alors, voilà le sponsor. Nos excuses. J'étais en train de commencer pour ne pas laisser le silence s'installer. T'es un peu en avance, hein? Non, il est très important, 4. Pardon, c'est nous qui sommes en retard. Mes excuses. Je vous passe le micro. Merci, bonjour à toutes et tous. Effectivement, quelques mots. Je suis ravi d'être avec vous et ce thème des utopies. Ça me fait plaisir qu'on puisse le soutenir. En 2-3 mots, Julien Maranon, je dirais une entreprise qui est dans l'économie sociale et solidaire, société de recyclage et de reconditionnement informatique. Et il y a quelques mois, suite au Covid, on a eu une initiative de lancer un site qui s'appelle monreconditionné.fr et dont l'idée était de rendre l'informatique reconditionnée le moins cher possible en France et disponible gratuitement en livraison partout, pour tout le monde. En gros, notre métier, c'est de sauver les appareils pour les rendre accessibles à ceux qui n'ont pas de moyens. On n'a aucune dimension de choix, que ce soit social ou culturel, dans la boîte sur la sélection. Il y en a 10 personnes en situation de handicap qui bossent avec nous. Donc c'est vrai que l'utopie, on essaie de la faire vivre à notre niveau et de la façon que ça nous parle. Et c'est vrai que du coup la thématique nous parlait profondément. Donc, merci à vous. Merci. Ça s'appelle comment ? Voilà, c'est la question que j'avais posée. Ça s'appelle comment ? Oui, vous l'avez dit une fois. Oui, pardon. Le site s'appelle monreconditionné.fr. Une entreprise qui a 25 ans, c'est une boîte familiale qui s'appelle Econtro et qui est locale, qui se source en local et qui travaille en local. Merci. Très bien. Merci beaucoup. Alors, nous sommes là pour parler d'utopie, comme je vous le disais précédemment, dans un autre épisode. L'utopie, donc il y a Thomas More en 1516, en passant par Campanella et sa Cité du Soleil au XVIIe siècle. Voilà, les mondes utopiques ont, quoi qu'il en soit, été toujours présents dans la pensée humaine, et même depuis que l'homme est homme et que la femme est femme. Je pense que la recherche du bonheur, notamment, a toujours fait que les mondes entre guillemets, utopistes se sont cristallisés dans la pensée humaine. Et évidemment, aujourd'hui, nous avons 2 personnes qui vont nous faire voyager en utopie, puisque souvent, l'utopie est un voyage. Quelqu'un qui ramène aussi un discours d'un non-lieu, ou d'un lieu idéal, puisque c'est ce que signifie a priori l'utopie. On va voir ça. Et aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir avec moi Sandrine Roudot, voilà, qui va se présenter. Maintenant ? Pourquoi pas. Donc bonjour, je suis Sandrine Roudot, je suis autrice d'essais et de fiction d'anticipation, également éditrice d'une maison utopiste qui publie des essais engagés et des romans de fiction d'anticipation, on pourrait dire positive. Et je donne des conférences, notamment sur l'utopie et comment est-ce qu'on peut changer le monde. Voilà. À ses côtés, Yves Brevet, auteur de célèbres quand même romans jeunesse, alors dystopique, mais... Oui, enfin, bonjour. Auteur de romans dystopiques, oui, mais où justement, par exemple, si on prend celui qui est ici, Métaux, c'est vraiment une dystopie, une pure dystopie, sauf que à la fin, ceux qui arrivent à en échapper essaient de construire une sorte de société idéale sur une île. Donc en fait, quand on écrit des dystopies,
on essaie de montrer tout ce qui est négatif et on essaie de promouvoir, de réfléchir sur politiquement comment on pourrait faire pour vivre ensemble d'une manière harmonieuse. Et puis dernièrement, j'ai aussi travaillé sur justement une idée un peu optimiste de l'avenir. Dans Sable Bleu. Dans Sable Bleu, voilà. Eh bien, alors, première question, Sandrine. En tout cas, j'ai vu et j'ai lu une expression qui semble te définir, c'est chercheuse, semeuse d'utopie. Qu'est-ce que ça veut dire dans un processus tel que le tien d'être une chercheuse, semeuse d'utopie? Qu'est-ce que ça veut dire? C'était un mot pour résumer finalement mes deux activités, qui sont d'un côté la prospective, j'essaie de me nourrir de toutes les utopies qui sont en train de changer le monde, d'imaginer celles qui pourraient changer politiquement les choses, changer techniquement les choses, les relations humaines, etc. Et puis je les transmets de manière différente, que ce soit par l'édition, par l'écrit ou par la transmission, par les conférences. Et en fait, ça m'est venu il y a quelques temps, parce que moi, mon histoire autour de l'utopie, c'est qu'en fait, comment dire, pour moi, c'est la meilleure façon de me définir, parce que il y a 20 ans maintenant, j'ai été frappée de ce qu'on n'appelait pas encore l'éco-anxiété. Je me suis levée un matin et c'est comme s'il y avait une espèce de lumière sur ma tête qui me disait mais bon sang, c'est bien sûr, en fait on va droit dans le mur. Et je sais pas, j'ai dû lire plein de choses mais je m'en souviens pas. Et je travaillais dans la publicité à l'époque, donc ce qui était un peu problématique pour ne pas. Donc j'avais bien compris que je contribuais à foutre en l'air en fait la planète de ma fille qui allait naître. Et donc j'ai décidé de changer complètement de métier. Et donc je suis allée vers le développement durable. J'ai commencé à me former sur l'éco-conception, le biomimétisme, l'économie circulaire, enfin tous ces trucs-là. Et puis au bout de 10-12 ans, il y avait la 6e extinction des espèces, tout ça. Donc je me suis dit, en fait ça marche pas quoi. En fait. Ça ne fonctionne pas cette histoire de développement durable. Et donc j'étais toujours un peu déprimée. J'étais toujours en éco-anxiété. En fait, j'étais entre les deux. C'est-à-dire que dès que je trouvais une initiative, une utopie concrète, j'étais super boostée. Et puis le lendemain, il y avait encore un lobby qui avait fait pression sur les pesticides. On n'est toujours pas sorti d'ailleurs de cette histoire. Et j'étais au fond du trou. Donc je me suis dit, il faut que je sache si on va s'en sortir. Sinon j'arrête en fait, parce que je suis en train de montrer à mes filles un visage quand même assez dramatique. Et donc je me suis arrêtée pendant 18 mois et j'ai repris des études en fait de neurosciences, de psychologie du comportement, de théorie de l'engagement, de tout ça pour comprendre. Et j'ai aussi exploré comment les grandes innovations radicales naissaient dans les cerveaux, pour comprendre en fait comment est-ce qu'on pouvait innover radicalement, modifier véritablement les comportements sans retour en arrière, et convaincre les gens sans les culpabiliser, en tout cas sensibiliser, comment parler. Et en fait, en faisant ces recherches-là, j'ai compris quels étaient les freins, j'ai compris qu'est-ce qui était plus fort que ces freins-là, donc les freins étant le sentiment d'impuissance, la culpabilité, la peur, tout un tas de choses, et qu'en face de ça, en fait, il y a des sentiments qui sont plus puissants, qui sont notamment le désir. Le désir, c'est le seul truc qui est plus puissant que la peur. Voilà, tout un tas de choses. Et une fois que j'ai réuni toutes les façons j'ai proposé des choses. Donc c'est ce livre-là qui est sorti à ce moment-là, L'Utopie mode d'emploi, qui est un essai. Une fois que j'ai imaginé toutes les façons, à la fois d'innover, à la fois de changer le monde, je me suis dit finalement ces deux choses que je raconte là, c'est être à la fois très très radical dans les objectifs. C'est-à-dire, c'est pas du développement durable, c'est pas de la croissance verte, c'est pas on va faire moins 15% de CO2, c'est on va faire zéro pollution. Et après, sur la façon d'y arriver, pragmatisme total, c'est-à-dire qu'on ne sait pas comment on va y arriver. Donc tout est permis. Et je me suis dit, finalement, ce truc-là, ça existe, c'est l'utopie. Donc j'ai commencé en fait à le poser, mais je dirais que c'était juste quelque part une intuition. Et d'ailleurs, je ne savais pas à l'époque, et je le sais maintenant, parce qu'il est sorti en 2014 et a été réédité en 2018. Aujourd'hui, j'ai lu un livre que je ne savais pas qui existait, qui est L'Utopie ou la mort,
notre comment il s'appelle, celui qui s'est présenté au présidentiel en 1974, Dumont, voilà, c'est ça. René Dumont. Et heureusement, et c'est ce que je trouve bien aussi quand on est auteur et qu'on doit faire sa propre réflexion, c'est qu'il ne faut pas trop lire en fait ce qu'ont fait les autres, parce que sinon très probablement je me serais empêchée d'aller sur ce chemin d'utopie. Et donc c'est comme ça que j'ai rencontré l'utopie, et après je n'ai eu de cesse depuis de comprendre à quel point, pour moi c'est la chose la plus importante, et c'est la seule façon de changer les choses. Après je l'ai compris je vais aller vite, mais après je l'ai compris en faisant une deuxième recherche qui était qui sont les utopistes, qui sont ces gens qui changent le monde, qui sont des minorités en fait. Des minorités agissantes, donc les 400 suffragettes, les 2% de résistants pendant la guerre, tous ces gens-là. En fait, j'ai essayé de comprendre ce qui les animait. Et puis après, je me suis dit, finalement, il faut que j'aille au bout du bout, c'est-à-dire que l'utopie, c'est quelque chose qui n'a pas de lieu au départ, c'est ce qu'on dit dans l'étymologie. Sauf qu'il y a bien un lieu à partir duquel il naît, et c'est nos imaginaires. Il y a bien un moment donné où il y a des gens qui imaginent quelque chose qui n'existe pas encore. Et pour ça, il faut avoir un imaginaire fertile, il ne faut pas qu'il soit confisqué par du high-tech et la narration du moment. Et donc, il faut fertiliser ces imaginaires. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, j'en suis venue à la fiction. Voilà. Il faudrait changer les choses. Est-ce que c'est ce genre de questionnement, effectivement, qui mène à écrire d'abord de la dystopie, notamment pour un public jeune? Est-ce que vous partagez ce genre de constat, comme Sandrine Roudot les décrit? Oui, je me reconnais beaucoup dans ce que raconte Sandrine. Après, moi, ma démarche, elle est un peu différente, dans la mesure où souvent j'écris mes livres en partant plutôt d'une vague idée, parfois d'une image, parfois d'une scène que j'ai en tête, et sans un propos au départ directement écologique ou de changement de la société, on va dire. J'ai plutôt une démarche comme ça, sauf que après, en écrivant, ce que je vais mettre, comment je vais nourrir le livre et les personnages, les enjeux que je vais pouvoir mettre dans mes livres, c'est sur les choses qui m'habitent aujourd'hui, qui me perturbent, que les angoisses dont tu parles forcément, et ça ressort maintenant dans pratiquement tous les livres que j'ai pu faire. J'ai écrit sur des sociétés où on avait vraiment été au bout de toutes les énergies fossiles, et les gens vivaient dans une sorte de nuit perpétuelle, une nuit polluée, comme des phénomènes qu'on peut voir en Chine en plein hiver, là, quand les gens n'arrivent plus à se voir à quelques mètres. C'est pas de la vapeur d'eau, c'est carrément de la pollution, on n'a plus le droit de sortir, etc. Voilà, moi j'ai décrit des choses comme ça. Alors qu'au départ, c'était juste, j'avais envie de faire vivre des gens dans la nuit, quoi. Mais la manière dont j'ai traité ça, c'était une fable écologique. Voilà. Donc la démarche n'est pas tout à fait la même au départ, mais on est aussi, là où je vous rejoins, c'est que on est des gens qui sont créés dans une société, et on a les angoisses de notre société, on a aussi envie de faire bouger les choses, même si quand on écrit, c'est vrai que l'imaginaire, ça permet de rencontrer des gens, de lancer des débats, etc. Mais on a l'impression d'être une petite goutte d'eau, quoi, quand même, quand on s'installe. Du coup, quelque part, on est un activiste quand on écrit de la littérature, je veux dire, que ce soit pour jeunesse ou pour adultes, dans ces domaines que sont les utopies. Sandrine Roudot. Oui, ça j'en suis persuadée. Pendant longtemps, je me disais, comme j'avais tellement désespérément, parce que c'est vrai que on n'est pas parti du même endroit, aujourd'hui, moi je suis complètement davantage dans l'écriture pure, mais au départ, c'est vraiment l'intention de changer les choses. Et au début, c'était tellement important pour moi que je me disais, quand on me parlait, la première fois que j'ai fait une conférence sur l'utopie, je me suis retrouvée sur antidéprime.com, alors que je commençais en parlant des 70 000 morts de pollution par an, c'était pas drôle quoi au départ. Et du coup, quelqu'un m'a dit, mais t'as changé le récit. Et ça m'énervait parce que je disais, non mais le récit, c'est les mots, moi il faut que, j'avais tellement d'urgence et d'impatience à changer les choses, que je me suis pas rendu compte tout de suite,
à quel point c'est très important, en fait, cette histoire d'imaginaire et d'ouvrir les perspectives. Et si aujourd'hui, il y a tellement de gens, et tellement de jeunes surtout, il y en a la moitié, au moins la moitié, qui sont dans les cabinets de psy avec de l'éco-anxiété, c'est parce qu'en fait, on a fermé les perspectives. Et qu'il n'y a plus de perspectives. Et donc, c'est là où la littérature est première, en fait, et est tellement importante, c'est que la littérature, c'est vraiment des fenêtres, c'est des perspectives. Et moi, en fait, je m'en suis rendu compte, parce que je ne suis pas d'une famille d'intellectuels, donc au début, je me disais, mais il faut faire des entreprises, il faut les mains dans le cambouis, quoi. Je me disais, c'est un peu facile d'écrire, en fait, finalement, ça te fait plaisir, mais est-ce que c'est important? Et puis, pendant le confinement, je me suis rendu compte, quand même, c'était important pour nous aussi de se dire, finalement, une maison d'édition, c'est aussi une forme d'activisme, et c'est un activisme important. C'est peut-être la pierre, d'ailleurs, qui manque un peu dans tous les... Parce que finalement, on est en train de faire de l'activisme à plein d'endroits, mais finalement, la fiction, c'est peut-être un endroit, ou en tout cas, les récits, tous ces trucs-là, c'est peut-être des endroits où on a un peu laissé tomber. En tout cas, il y en a un peu moins. Et on a reçu une lettre d'un prisonnier qui nous demandait de lui envoyer des essais pour envisager sa réintégration. Et là, ça m'a bouleversée. Je me suis dit, mais en fait, si c'est important en fait, d'éditer et d'écrire, parce que c'est vraiment la liberté, c'est la possibilité de se projeter dans autre chose. Et si on n'avait pas eu des livres et la musique pendant le confinement, là, on était vraiment confinés en fait. Donc c'est vrai que pour moi, c'est une forme d'activisme. Après, les livres en eux-mêmes, les histoires, ça doit d'abord être des histoires. C'est de l'émotion, c'est des images, c'est ce que tu dis. Après, voilà, on est dans... Parce que par contre, si on sent trop l'intention, ça fait plus fiction, ça fait plus, donc ça crée pas d'émotion. Mais c'est de l'activisme parce qu'en plus, c'est les émotions qui modifient le comportement. C'est pas la raison, sinon ça fait 50 ans que le GIEC nous prévient, il y a bien longtemps qu'on en a changé. En fait, c'est pas du tout la raison, c'est les émotions. Donc on a besoin d'émotions. Et oui, donc c'est de l'activisme. Et puis on va rappeler que Thomas More, en raison de ses idées, a quand même été décapité. Donc ça signifie bien quand même que d'écrire et d'écrire des utopies, a priori, ça sert à quelque chose. C'est quelque chose d'important dans la diffusion d'idées, dans la diffusion de savoir et dans la diffusion d'alternatives. Moi, c'est ce qui m'a marqué aussi dans Sable Bleu, par exemple, d'Yves Grevet, où en fait, il y a des idées vraiment à la fois étranges et en même temps extrêmement brillantes. Vous avez notamment cette idée de bactéries qui contaminent le pétrole. Voilà. Et effectivement, on se demande pourquoi, dans quelle mesure ça peut impacter la société. Eh bien, spoiler, ça l'impacte énormément. Et plein de petites choses comme ça vont apparaître ou disparaître et impacter complètement le fonctionnement de la société. Est-ce que c'est là aussi une nouvelle façon de voir un certain activisme possible, mais aussi de voir, par la fiction d'ailleurs, les limites du fonctionnement de notre société actuelle? Alors, Sable Bleu, j'avais ces idées là, de bactéries qui empêchaient de raffiner le pétrole. En fait, on se retrouve un peu comme on s'est retrouvé pendant le Covid, c'est-à-dire d'un seul coup le monde qui s'arrête. Et moi, j'avais plusieurs intentions en écrivant ça, c'est-à-dire montrer que la société était obligée de changer très profondément, c'est-à-dire que les gens abandonnaient leur bagnole, partaient plus en week-end, etc. Les gens ne pouvaient plus acheter d'habits, de fringues comme ils avaient l'habitude. Voilà, donc ils allaient acheter quand ils en avaient besoin, ils recyclaient, sinon ils essayaient de... En fait, ce que je voulais dire par là, c'est que ce qui aurait pu paraître comme une crise horrible avec des émeutes, etc., et ça ne se passait pas comme ça. Finalement, les gens étaient bien obligés de s'adapter et ça ne se passe pas si mal que ça, finalement. Ça recrée des choses. Voilà. J'avais envie aussi de décrire une sorte de société qui serait, on dit, résiliente aujourd'hui, un peu, voilà, en prenant cette idée-là. Donc ça, c'était l'idée. Une des idées que j'avais envie de développer, donc qui tournait beaucoup de dos à ce que j'avais pu faire en manière de dystopie, où j'ai écrit des histoires de virus aussi qui tuaient tout le monde, etc. Là, c'était finalement
tu as essayé d'être plus positif, quelque part un peu plus optimiste. Le changement est marqué, effectivement. Voilà. Mais et il y avait une deuxième chose aussi, là je vais spoiler un peu le livre, hein, mais c'est bien pour le débat qu'on comprenne. C'est que ce qui m'intéressait aussi, c'était que tous ces changements, là, tout ce qui se passe, tous ces étranges disparitions, c'est pas l'homme en fait. C'est comme si l'homme était devenu incapable de le faire et il fallait qu'il y ait une sorte d'intervention extérieure pour résoudre le problème. Donc ça posait aussi, voilà, c'est là aussi où l'aspect peut paraître dystopique, même si après je ne sais pas trop si quelqu'un a envie de lire un jour, c'est quand même pas bon de tout raconter, mais voilà, il y avait ces deux idées-là, je ne sais pas si je suis clair. Merci. L'utopie, c'est bâtir l'avenir. Et c'est vrai que vous, en plus, en tant qu'écrivain, vous parlez aux jeunes, donc vous parlez d'avenir, vous parlez de bâtir l'avenir. Je me posais la question, vous qui rencontrez beaucoup de jeunes, est-ce qu'ils, quand vous les rencontrez, que vous avez des discussions avec eux, est-ce qu'ils vous parlent beaucoup de ces questions? Est-ce qu'ils sont peut-être intrigués ou peut-être déçus de la façon dont le monde évolue et du monde qu'on leur promet en fait? Je vais pas être très optimiste parce que quand on fait des débats qui s'orientent sur l'écologie, en fait on a ce qui apparaît, alors je ne sais pas si c'est tout à fait représentatif, mais c'est plutôt une minorité en fait, d'adolescents qui sont très conscients, qui sont très engagés, etc., et qui vont souligner ces aspects-là des bouquins, et les autres, on a l'impression que c'est pas encore complètement admis, quoi. Ils sont contaminés un peu par le déni général, on va dire. C'est un peu ce que je ressens. Moi, j'ai une petite question corollaire, du coup, un peu pour Sandrine, parce que quand on a échangé un petit peu avant la table ronde, tu m'as dit trois termes qui m'ont marqué et qui me semblent vraiment corollaires à ce que dit Brevet. C'est que, pour voir peut-être ces changements, il faut saboter, alterbâtir et s'affranchir. Ouais. Qu'est-ce que ça signifie? En fait, c'était même un petit peu différent de ça. Quand j'ai écrit Les Déliés, en fait, je me suis dit, alors c'est pareil, hein, à chaque fois, j'ai un espèce de coup de bonbon qui m'arrive, c'était la démission du Hulot. Et il y avait plein de monde dans la rue, juste après sa démission. Et je me suis dit, il y a des nouveaux engagés, là, ils ont l'air, ça y est, ils ont compris, c'est le moment, quoi. Puis en même temps, je me suis dit, à mon avis, ils vont marcher 2-3 fois, ils vont rentrer chez eux, puis après, ce sera terminé, ils diront Hulot au président, et puis c'est pas ça qu'il faut faire, évidemment. Et je me suis dit, mais s'ils rentrent chez eux, c'est qu'ils n'ont pas d'idée. Et qui pensent qu'en fait, il n'y a que par la politique que ça peut changer. Et donc, je commençais à réfléchir, et je me suis dit, mais en fait, il y a plein de façons de changer le monde. Alors, c'est aussi parce que moi, j'avais étudié l'histoire, et que j'avais compris comment, voilà, le mur de Berlin, tous ces trucs-là. Et donc, j'ai réfléchi à comment faire basculer le monde. Parce que je me suis dit, finalement, il y a peut-être un peu de romans qui nous projettent dans demain. Peut-être un peu de romans, mais ils sont encore pas très nombreux, qui nous montrent que demain peut être aussi joyeux, apaisant, et ça c'est ce que j'ai voulu montrer dans Les Déliés aussi, c'est comment est-ce qu'on peut vivre demain de manière plus frugale. Et finalement, c'est plus apaisant, en fait. Parce que toujours, on nous dit, mais il va falloir renoncer si on veut vraiment un monde meilleur, plus écologique, etc. Mais à quoi avons-nous renoncé depuis des années, en fait? À plein de choses, à plein de bien-être, de temps, de sérénité, etc. Donc je voulais montrer ce monde-là, et je le connais bien parce que j'étudie, d'ailleurs j'ai étudié le biomimétisme notamment avec Luc Schutten il y a des années, le low-tech, tout ça, donc on sait que les solutions elles existent, donc ce monde-là il peut être, et il serait génial. Maintenant, comment est-ce qu'on y arrive? Parce qu'on voit bien que c'est pas les gens en place qui vont nous laisser y aller. Donc, comment est-ce qu'on bouscule la machine? Et là, je me suis rendu compte qu'il fallait 3 choses. Il fallait effectivement ce que j'appelle alter-bâtir, c'est-à-dire bâtir des entreprises comme celle de Monsieur, c'est-à-dire bâtir les activités de demain, en fait, qui sont humainement joyeuses, qui nous font du bien. Mais il faut aussi saboter le monde d'aujourd'hui. Donc j'ai appelé ça désaboter, parce qu'en fait, il faut saboter les saboteurs. Parce que c'est pas les activistes qui sont les vrais saboteurs, c'est ceux qui sont en train de saboter le monde en ce moment. Et donc, comment est-ce qu'on crée des trous dans la coque? Parce qu'eux, ils ne vont pas laisser les entreprises, ils vont continuer à faire
des vrais ordinateurs qui exploitent des terres rares avec des gamins de 8 ans, etc. Je passe sur des trucs pas drôles. Donc il va falloir les saboter, en fait, ces gens-là, parce qu'ils n'ont pas de laisser faire. Donc ça, c'est le deuxième axe de la stratégie. Donc il y a plein de résistants en ordre dispersé qui font du sabotage plus ou moins infiltré, extérieur infiltré. Et puis le troisième truc que je me suis dit très rapidement, c'est que on ne peut pas avoir envie que ce monde d'aujourd'hui se casse la figure si on a un petit peu d'intérêt encore en ce monde. Exemple, quand Cantona il a dit on va tous retirer notre argent des banques, on s'est dit oh là là malheureux, si tu fais ça et que ma banque est capote, je suis mal. Donc avant de faire capoter la banque, il faut en sortir. Donc en fait c'est le troisième pilier qui est s'entre-affranchir. Je disais s'entre-affranchir parce qu'on s'affranchit ensemble. L'idée c'est pas de s'affranchir et d'aller vivre tout seul avec des boîtes de conserve dans un bunker je ne sais où, parce que ça marche pas très longtemps. C'est comment est-ce qu'on s'affranchit ensemble et comment finalement on est en train de créer les moyens de notre liberté. Parce qu'aujourd'hui on est soumis en fait, on est en servitude volontaire, très clairement. Quand je suis sur Spotify, Spotify ne m'appartient pas, j'appartiens à Spotify. Demain j'arrête, tout l'argent que j'ai mis pour mes musiques depuis des années est perdu. Donc il me tient. Donc, ce que j'appelle les liens d'aliénation. Donc en fait l'idée c'est aussi c'est des résistants aussi qui commencent à voir comment ils vont pouvoir s'affranchir de ce monde-là pour effectivement le saboter et aller vers l'autre. Donc c'est un peu d'ailleurs l'idée des liens. Oui, c'est... Voilà. Mais en fait au départ je voulais le faire dans la vraie vie. Et très rapidement, je me suis rendu compte que je n'étais pas une start-upeuse de la résistance et que je vais avoir du mal à y trouver des fonds pour financer un sabotage du monde actuel, c'était pas facile. Donc du coup, je me suis dit, mais en fait, je vais écrire cette histoire. Et en commençant à écrire l'histoire, en fait, il y a plein d'autres idées qui sont venues, parce que c'est toujours comme ça, c'est que les personnages prennent la main et c'est eux qui décident en fait de ce qui va se passer. Donc après, il y a eu une ZAD à Paris, plein d'autres trucs. Oui, et puis c'est vrai qu'avec l'émergence de l'économie sociale et solidaire, on voit actuellement il y a énormément d'entreprises qui se créent en économie sociale et solidaire. Est-ce que finalement, on n'est pas arrivé au bout d'un système qui semble à bout de souffle, on peut le nommer capitalisme si on veut, mais justement, avec cette recherche d'alternatives pour contrer finalement ce capitalisme. Est-ce que l'utopie n'est pas le refuge finalement de ce désir de changer de système? Mais quand je parle de refuge, je pourrais aussi dire laboratoire pour imaginer autre chose. Moi, je crois que l'utopie, c'est plus qu'un laboratoire, en fait. C'est vrai que l'utopie, c'est la seule façon de changer le monde. C'est-à-dire que tout ce qu'il y a de plus beau dans nos vies et toutes les plus grandes innovations, au moment où il y a des gens qui y ont pensé, c'était une utopie. Le gars qui s'est dit au XVIIIe siècle, je vais voler dans le ciel, c'était une utopie. Ceux qui se sont dit, on va faire des autoroutes de l'information, ça va s'appeler Internet, c'était une utopie. Les suffragettes qui ont dit, mais nous, on va voter, c'était une utopie 2 heures avant encore. En fait, et après on oublie. Comme c'est le péril étymologique du truc, c'est qu'une fois que c'est réalisé, on n'a plus le droit de l'appeler utopie. Mais force est de constater que tout ce qui est important dans nos vies est une utopie au départ. Que peu de gens ont envie de voir advenir, parce qu'une utopie, ce que tu disais tout à l'heure sur Thomas More, c'est une contestation du présent. C'est dire quelque chose dans ce monde ne va pas, je veux autre chose. Ou je vais inventer autre chose qui sera mieux. Donc en fait, ça vient, et c'est là où ça vient fracasser, notamment le capitalisme, qui pour moi, ce qu'on voit aujourd'hui dans le progrès, c'est du conservatisme. En fait, l'utopie, ça ne s'oppose pas au réalisme, ça s'oppose au conservatisme. L'utopie, c'est partir de demain, c'est-à-dire dire, ok, moi je veux ça. Et en fait, c'est ça qui n'est pas négociable. Et les utopies sont des gens comme ça, c'est-à-dire qu'ils veulent inventer un truc, c'est ça, et ils partent à partir de là. Aujourd'hui, ce qu'on fait, avec le développement durable ou autre chose, c'est qu'on part d'aujourd'hui, et on se dit, on va faire moins pire. Et ça n'a jamais été fait. Enfin, on ne peut pas inventer quelque chose de radicalement nouveau en partant de ce qu'il y a. C'est forcément fait en rupture avec ce qu'il y a. L'inventeur de l'ampoule, il n'est pas parti de la bougie. Et évidemment, les vendeurs de bougies n'ont rien à gagner dans l'histoire. Donc en fait, il faut partir d'une page blanche. Mais c'est la seule façon de faire des bonds d'humanité. Et donc, de redonner, enfin en tout cas d'essayer de redonner, et ça vient de toi aussi, ce que tu me disais, c'est de redonner le pouvoir sur l'avenir. Est-ce que, que ce soit pour Yves Brevet ou pour toi, est-ce que la fiction permet de redonner ce pouvoir sur l'avenir?
et notamment évidemment par l'écriture d'utopie, plus que peut-être d'ailleurs de dystopie. Si on veut donner de l'espoir, il faut que ceux qu'on a le pouvoir le prennent, forcément. Donc, c'est un peu ce qu'on développe dans les... Enfin, moi, dans les romans pour ados, souvent, j'essaie que à la fin, les choses aient vraiment changé, quoi. Donc, qu'on puisse appliquer... oui, c'est une manière de rêver, comme tu dis, à l'avenir, et en faisant un peu table rase de ce qu'on vit aujourd'hui. Voilà. Donc, il y a des solutions à la fin de Sable Bleu qui sont évoquées, qui sont aujourd'hui des choses qui n'existent pas, mais vers lesquelles il faudrait tendre. Voilà. Donc, et ça passe par l'idée que, oui, il y a une sorte de prise de pouvoir par des gens qui, pour l'instant, n'ont pas. Voilà. C'est la jeunesse, qui d'un seul coup va avoir une sorte de science infuse, enfin, pas que la science d'ailleurs, qui va, mais aussi une manière de concevoir la société d'une manière très, très différente de celle de leurs parents. Imposer de nouveaux modèles, en fait, tout simplement. Dans la notion de pouvoir, il y a aussi la foi en nous, quoi, en fait. C'est-à-dire que moi, il y a un truc c'est ce que ces Indiens Hopi qui disent « nous sommes celles et ceux que nous attendions ». Il y a vraiment ce truc-là. Et force est de constater qu'en fait, on n'a plus confiance en nous. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'on attend tellement des politiques, c'est qu'en fait, voilà, on part du principe, et c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on part du principe que l'homme est mauvais, alors que voilà, il y a une bactérie qui arrive, puis finalement, il ne s'entretue pas. Et en ce moment, je suis en train de lire le bouquin de Rutger Bregman qui s'appelle « Humanité », qui démontre que la théorie de Hobbes qui dit que l'homme est un mot pour l'homme n'a aucun fondement valable, voilà, sauf que c'est la narration ambiante. Donc en fait, il y a une forme, et ça c'est peut-être l'indignation qui en ce moment m'énerve le plus, c'est qu'il y a une forme de sabotage de la foi en l'humanité. Et on s'auto-sabote en permanence, c'est-à-dire on s'appelle le bug humain, on dit l'erreur est humaine, enfin, c'est toujours... et donc on ne croit plus en nous. Et quand vous regardez Netflix, les héros, bonjour quoi. C'est des cyniques, c'est des salopards, c'est des serial killers, c'est des serial violeurs, enfin... Je me dis, mais... on arrête tout. Il n'y a plus rien à sauver dans l'humanité, donc en fait tant mieux quoi. Et en fait ça c'est pas possible. Et en fait les romans ont ça de particulier, c'est que dans un roman on se rend compte qu'on peut tout être, qu'on peut être n'importe quel héros. Et moi je pense que si je suis une utopiste aujourd'hui, c'est parce que j'ai lu tellement de romans quoi. Et tu te dis mais et donc tu penses que tu peux avoir une foi en l'histoire. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que dans les romans, on traverse les émotions des personnages, on vit à travers eux par procuration, donc on a leurs doutes, on a leur angoisse, et c'est la vie. On a des amitiés qui s'arrêtent parce qu'on ne prend pas les mêmes chemins, et en fait on a besoin de traverser ça aussi pour se dire, ça nous fait du bien. Et c'est là où la fiction est quand même assez incomparable avec le reste, d'autant que c'est intime puisqu'on est seul avec un livre, et donc c'est sécurisant. On peut avoir cette transformation-là. On peut rêver tout seul à ça et on peut explorer ce qui pourrait se passer dans un monde dystopique et qui on serait. Moi, je sais qu'une des premières libraires qui avait lu les Déliés, elle me regardait presque comme si elle n'y croyait pas. Si elle y croyait, mais elle n'avait pas envie d'y croire. Enfin, elle voyait qu'il y avait une réticence. Elle m'avait dit, mais en fait, on se dit que ce monde-là, mais il a l'air super en fait. Je dis, oui. Puis on se dit que c'est possible. Je dis, oui. Et il y a vraiment... C'est comme la traduction de l'utopie. C'est-à-dire que l'utopie, c'est utopia, ce qui n'a pas de lieu, et on la traduit par ce qui ne peut pas en avoir. Et en quoi, depuis quand, un truc qui est irréalisé aujourd'hui est irréalisable ? Ça voudrait dire qu'on n'a rien inventé. Et en fait, ça veut dire surtout qu'on n'a pas tellement foi en l'humanité. Qu'on n'a pas l'impression qu'on va inventer quelque chose de nouveau, quoi. Donc c'est assez révélateur de cet auto-sabotage, quoi. Oui, ça me fait penser à quelque chose. Quand je travaillais sur Sable Bleu, juste avant d'avoir lu Sable Bleu, peut-être quelques mois avant, j'avais lu le bouquin de Servigne et sur l'entraide, la vraie loi de... Je sais plus comment c'est. Oui. La vraie loi naturelle. La vraie loi de la jungle, je crois. C'est ça. La vraie loi de la jungle, c'est l'entraide. Et il revenait sur tous ces récits là, très négatifs. Il revenait sur comment on avait interprété, par exemple,
quand il y avait eu Katrina, par exemple, on avait montré que des scènes de gens qui se tapaient dessus, etc. Alors qu'il y avait eu... C'était pas ça, en fait, c'était une immense entraide entre les gens qui en avaient sauvé d'autres, les gens qui en hébergeaient d'autres, etc. Mais ça intéressait pas du tout les médias. Personne ne voulait de ce récit-là. Les gens, ils voulaient voir des gens qui allaient se battre peut-être dans une épicerie pour aller récupérer à bouffer, quoi. Et c'était pas du tout ce qu'on avait envie, en fait. Et il montrait aussi dans le livre, parce que c'est un livre aussi qui parle de biologie, qui parle qui montre que oui, le vivant, il vit parce qu'il collabore, parce qu'il s'entraide, parce que... Et donc, voilà, donc, oui, ça m'a tout de suite fait penser à ça. On a pendant plus de 20 ans, c'est vrai, eu beaucoup de dystopies. Est-ce qu'à un moment donné, il n'y a pas eu aussi là un trop-plein? Et ce qui fait qu'on arrive aussi à un moment où on a plus envie justement de nourrir d'utopie et d'un monde positif que de l'angoisse qu'a généré en fait qu'ont généré 2 décennies de monde invivable en fait. Tu veux dire dans la production littéraire, même cinématographique aussi. C'est vrai, lancé beaucoup peut-être aussi par les Hunger Games, Divergente, ce genre de série, hein. Pas que évidemment, mais oui, plutôt dans ce genre de fiction. Après, voilà, moi je pense que ces dystopies, elles peuvent servir à justement porter beaucoup d'espoir et d'humanité, puisque on parle de mondes qui sont parfois extrêmement durs et on voit que la solidarité est possible, que renverser ces mondes-là existe, etc. C'est un peu ouvert. Enfin, moi je ne suis pas un spécialiste, je connais les dystopies que j'ai écrites, mais en fait j'en ai très peu. Mais c'est ce que j'imagine, en tout cas, pour que ça plaise aux jeunes et qu'il y ait un peu d'espoir à la fin quand même. Mais oui, ça me fait penser à une réflexion qu'on avait un peu jeté au visage en disant que oui, quand on racontait des histoires horribles, comme je pouvais en raconter, c'était une manière de les faire accepter. C'est des récits qu'on fait accepter aux gens qu'ils arrivent. Je ne sais pas, toi qui as étudié la psychologie, tout ça, peut-être que c'est vrai, on culpabilise un peu. Mais non, je pense que dans les romans, même si on peut aussi, parce que c'est une matière pour le roman d'être dans des univers très difficiles où il faut se battre, c'est des vrais ressorts dramatiques, on les trouve plutôt là que si on est dans des sociétés qui seraient vraiment idéales. On pourrait imaginer qu'il ne se passerait pas grand-chose, voilà. Même si sans doute il y a des choses à imaginer très intéressantes. Mais voilà, c'est juste... Mais c'est vrai, tu parlais de solidarité, c'est typiquement qu'on peut retrouver dans Métaux, par exemple, hein, où des jeunes garçons qui sont enfermés dans une maison, c'est un endroit clos, il n'y a pas d'autre monde que cette maison, puis en plus il y a des jeunes qui disparaissent de temps en temps, c'est pas trop ce qu'ils deviennent, et c'est vrai que ça enclenche, enfin je veux dire, cet environnement négatif enclenche aussi énormément de choses positives dans ce récit en tout cas, et effectivement quand on arrive à la fin, oui, on a eu une grosse évolution. Est-ce que c'est... Oui, effectivement, c'est ce que la dystopie souhaite établir peut-être au départ aussi, quand elle a ce processus mental de créer un monde négatif pour montrer en parallèle quelque chose d'extrêmement positif et de lumineux. Moi, disons que c'était ma démarche quand j'ai écrit Métaux, c'est-à-dire quand j'ai commencé à voir vers où m'emmenait Métaux, parce qu'au départ, j'étais juste parti d'une scène d'un dortoir la nuit, un lit qui craque, parce qu'on fait dormir les enfants dans des lits extrêmement fragiles, et quand ils atteignent une certaine taille, on imagine un peu comme le petit oisillon qui casse l'œuf. C'est comme s'il arrivait à un certain stade, et à ce moment-là, ils sont retirés de l'endroit. Ça, c'est la toute première scène. Donc ça, c'était vraiment ce qui m'a fait écrire Métaux. Et après, comme je décrivais ce monde qui était une sorte de dictature très violente au début, en tout cas dans le premier tome, dans le deuxième tome, ils vont tomber dans une société où c'est une loi soi-disant naturelle qui régit. Hein. J'ai créé une autre micro-société très différente où là, c'est que des rebelles, mais c'est un peu la loi du plus fort qui fonctionne. Et donc, dans le troisième tome, ils essaient d'imaginer quelque chose qui soit loin de ces deux extrêmes, on pourrait dire,
où on essaie de tout le temps discuter de tout le temps. Voilà. Moi, c'était vraiment l'idée. C'est devenu, en écrivant l'histoire, finalement, un livre politique. C'est-à-dire comment est-ce qu'on fait pour vivre ensemble, voilà, le mieux possible. Et voilà, et comment on s'écoute chacun, et comment on peut comprendre que voilà, certains ont besoin de certaines choses que d'autres n'ont pas besoin, etc. Et ouais, c'est devenu ça après, en plus forcément le fil narratif qui est l'histoire de Métaux, qui essaie de savoir pourquoi il est là, quelle est cette société dans laquelle il vit, et essayer de s'enfuir, de créer son team à la fin. D'ailleurs, il y a cette anecdote du fait que lui, il a ce nom qui ressemble en plus à qu'un autre de ces autres garçons qui ont tous presque des noms romains. Enfin, voilà. Ouais, c'était l'idée de. Ils ont tous des noms romains, ils ont tous des noms en russe en fait, sauf lui, parce que lui c'est un nom grec, Métaux c'est un nom d'origine grecque. Mais oui, en fait c'est une petite Rome, comme quelqu'un avait voulu reconstituer une petite Rome. Donc ils ont tous des prénoms romains, ceux qui les contrôlent s'appellent les Césars, celui qui a créé l'univers s'appelle, enfin la maison s'appelle les Choix. Voilà, j'avais filé J'ai vu un rapport intéressant entre vos deux livres, puisque là où Métaux et Grevet décrit une société enfermée, close de garçons, hein, voilà, les déliés de Sandrine Rousseau, pardon, excusez-moi, Rousseau a dû écrire des dystopies aussi, c'est pour ça. J'ai coécrit avec elle. Et oui, avec elle. Moi je pensais plutôt à Jean-Jacques, là. C'est ça. Mais Sandrine, c'est Sandrine Rousseau aussi. Ouais. Oui, voilà. Et dans Les Déliés, ton roman, justement, on a au contraire 5 femmes qui s'ouvrent vers le monde. Ouais. C'est un changement de trope, peut-être aussi, quelque part. Un changement de... Enfin, de trope, Ouais. Mais on vient aussi... Après, moi, j'avais envie de montrer aussi d'autres héros, donc des héroïnes déjà, ça change un peu. Mais d'ailleurs, moi, Divergente et Hunger Games, pour moi, c'est... j'adore, quoi. Enfin, j'adore. Ce qui est intéressant, c'est que... du coup, j'ai plein de... Je suis désolée, moi, j'ai plein de trucs là, qui se mettent là. Plein de conversations qui arrivent d'un coup. Mais c'est intéressant parce qu'en fait, on parle de littérature jeune adulte, parce qu'Hunger Games et Divergente, c'est la littérature jeune adulte. Et que ce soit pour les déliants, bon, les déliants moins, mais on a édité aussi La part cachée du monde, Gabriel était là ce matin. Et en fait, les libraires, à chaque fois, me disent oui, ça pourrait être de la littérature jeune adulte, en fait. Et comme si la littérature idéaliste, c'est pas pour les adultes, en fait. Et il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là. Et je pense qu'effectivement, tout ce qui est politique est encore quand même beaucoup... passe par la dystopie, 1984 ou tout ça. Et je sais pas... Alors qu'on peut être lucide et porteur de lumière, c'est-à-dire qu'il y a et porteur de perspective. Et ça, c'est encore quelque chose qui est peu exploité, ce que je voulais répondre tout à l'heure par rapport à... Moi, j'ai pris clairement, en fait, l'axe du... J'aime pas le mot positif, parce que le positif... c'est pas positif, c'est que, oui, il y a des perspectives. Oui, on peut vivre mieux, j'en suis convaincue. Et oui, on peut transformer ce monde, j'en suis convaincue. Et sauf qu'on ne le voit pas assez. Et donc, je pense qu'effectivement, les dystopies, ça sert, c'est important. On y dépose nos peurs, on peut explorer des choses, voilà, on peut faire plein de choses. Moi, j'ai pris le parti de l'utopie, parce que c'est un angle mort, en fait. Quand j'allais voir ma libraire, je lui disais, mais je vais écrire l'anticipation positive, qu'est-ce que t'as ? Une fois qu'elle m'a sorti Ecotopia, qui date de 70, Terminado. Et puis si tu regardes les films, t'as en gros... comment ça s'appelle, avec James Cameron, c'est un peu une femme, comment s'appelle, Avatar, La Belle Verte, ça date un peu. Et maintenant, il commence à y en avoir un petit peu. Mais du coup, moi je me suis dit, finalement, et moi-même par exemple, La Servante écarlate, j'ai trouvé ça très bien. Mais c'est déjà, il y a un moment, aujourd'hui je ne pourrais plus le regarder, je me dis, mais en fait, ça me fatigue, quoi. J'ai l'impression que ça me met dans une énergie basse. Et que c'est en train de m'infiltrer un espèce de poison, un peu de défaitisme, de trucs sombres, et je me suis dit, au moins, je voudrais ouvrir une autre fenêtre, au moins. Je ne sais pas si c'est la solution, je ne sais pas... Mais moi, j'ai l'impression d'avoir prévenu les gens, ça n'a rien changé. 1984, on est les 2 pieds dedans, et c'est pas parce qu'il l'a écrit, et que c'est redevenu encore la meilleure vente, que j'ai pas l'impression qu'on a encore... qu'on essaie de l'éviter. Effectivement, le truc de la grenouille,
où on nous a prévenus et donc peut-être on nous a un peu acclimatés. Moi, je l'ai un peu en tête. Je me dis, on ne sait jamais. Dans le doute, peut-être j'ai pas raison, mais je me dis, c'est un peu le pari de Pascal. Je me dis, bon ben, on va tenter l'autre côté. Et ça, et après, c'est aussi on a sorti un essai dans lequel il y a de la physique quantique. Et on pourrait dire aussi c'est la force de l'intention. C'est-à-dire qu'à un moment donné aussi, on a envie de mettre peut-être du poids du côté du milieu de la force. Je pense que l'autre côté, c'est bon, là, il est bien armé, et peut-être que, ben voilà, dans le doute, en tout cas, on peut montrer autre chose, et peut-être qu'il y a des gens qui vont s'en inspirer, qui vont en tout cas se sentir... ça va les encourager, quoi. Ça va à ne pas lâcher, à y aller, et à nourrir leur source d'énergie. Et leur source de désir voilà, pour aller vers demain et retrouver d'autres perspectives. Et en fait, c'est ça qu'on a comme retour de lecteur, c'est vraiment le truc de « Ah ben merci, ok, quoi, j'y vais, quoi. Je le vois, ce monde, il est là, il est possible, et j'ai envie de le faire. » Donc nous, c'est pour ça qu'on a fait ça, et puis on se dit, c'est vrai que la fiction d'anticipation, elle, quand même, elle a tout inventé, quoi. Que ce soit les innovations, les événements géopolitiques, il y en a beaucoup qui sont arrivés avant, dans la fiction, avant la réalité. Donc si on pouvait semer deux, trois trucs positifs, ça serait quand même pas mal. Et c'est pareil sur les innovations. Jules Verne avait imaginé qu'on irait sur la Lune. Elon Musk, c'est un grand consommateur de BD et de fiction, de science-fiction. Il a lu les grands classiques, mais carrément. Voilà. Mais moi, je voudrais que le petit Elon Musk, il lise, celui d'après, il lise les déliés et il se dise « Ah, mais en fait, c'est vachement bien la médecine low-tech. Je vais faire ça. » D'autant qu'on sait déjà la faire. Simplement, c'est là où on en vient aux normes culturelles et au récit. Ça ne fait pas très progrès, ça ne fait pas très high-tech, la médecine low-tech. Parce que la médecine low-tech, par exemple, c'est les chiens qui sont les meilleurs dépisteurs de cancer de la prostate. Voilà, ça ne fait pas très progrès. Et pourtant, il y a zéro métaux lourds, les déchets sont biodégradables. Bon, ils n'achètent pas les médecins. Donc l'idée, c'est aussi ça, c'est de semer aussi des choses. Alors, leur tour, j'ai vu qu'elle mène beaucoup. Il nous reste 10 minutes. Moi, j'aime bien donner effectivement la parole un petit peu au public pour qu'il y ait des questions pour les intervenants. Donc, je vois une main qui se lève déjà. Donc, bon, je ne suis pas obligé de passer mon micro. On va voir s'il marche. C'est quelqu'un qui ça très bien, finalement. Mais en tout cas, c'est vrai que dans la dystopie, il y a un truc moi, qui me fait toujours marrer, c'est que, effectivement, pour un dictateur, il vit une utopie. Oui, tout à fait. Alors, une question là-bas. Ne marchez pas déjà. Bon, Question de perspective. je retranscrirai fort si jamais. Je peux parler fort, il n'y a pas de souci. Je voulais rebondir sur certaines choses qu'a dit Sandrine, sur le fait de l'importance d'écrire de la littérature positive. Enfin, voilà, on sait ce que ça veut dire. Mais en fait, dans la neurologie, on parle aussi beaucoup, pour la littérature, pour les tout petits, de l'importance en fait de lire, parce que quand on lit quelque chose, notre cerveau, c'est comme s'il le faisait. Par exemple, s'il lit qu'un personnage court, notre cerveau active la zone qui est comme si j'étais en train littéralement de courir. Donc il est hyper important en fait d'avoir des livres, de lire, d'avoir une culture du récit sur des choses positives et des mondes enviables. Parce que si on ne lit que de la dystopie, que des mondes qui se sont effondrés, etc., ça ne nous donne pas un monde enviable en fait, ça ne nous donne pas le désir d'aller chercher quelque chose qui nous donne envie, qui nous pousse en fait vers le haut. Donc je voulais juste ajouter cette petite chose-là parce que ce que vous dites c'est vraiment hyper intéressant là-dessus. Et il y a un truc aussi, c'est que par rapport au film, dans un livre, en fait, on imagine. C'est-à-dire que c'est le lecteur qui est créateur. C'est-à-dire qu'il y a des images, on ne les consomme pas. Et donc, si tu es créateur, tu es en train de nourrir ton pouvoir de créateur. Donc, il y a vraiment un truc qui est hyper intéressant dans la lecture, en fait. Et ouais, tout à fait. Une autre question ? Observation. Oui, dedans. En tout cas, pour noter, effectivement, je vais emprunter. Je vais emprunter le micro. Vous pouvez lire les livres, c'est un boulot, Sable bleu, Guy et puis on peut citer aussi, par exemple, les livres de Becky Chambers, actuellement
Apprendre, c'est un bonheur, sa nouvelle-là est politique, la dernière sur le robot sauvage, le psaume, je suis petit réflexe, c'est vachement bien. Chez Argile, on a par exemple aussi Utopia de Calvin Manger qui est sur le festival, voilà, qui essaie de donner de nouveaux prix aussi à ce genre de littérature. Alors, l'anthologie Hypermonde traite de ce sujet, et vous avez aussi un éditeur italien, profitez-en, qui est là, qui s'appelle Francesco Manso, qui ne publie quasiment que du solarpunk. Voilà. Donc solarpunk qui est vraiment la césure de science-fiction positive. Ok. Bah écoutez, merci parce que vous m'avez donné l'explication de pourquoi j'ai une détestation prononcée pour les post-apo. Il y a des choses qui sont très bien écrites, mais j'ai mal de chien à terminer les romans, donc voilà. Mais alors du coup, la question que je me pose, c'est est-ce que le post-apo en soi n'est pas intrinsèquement dystopique? Ça a l'air d'être plutôt quelque chose relatif à l'époque. Est-ce qu'il existe des œuvres de post-apo, et si oui lesquelles, qui ont un aspect, on va dire, constructif, positif, utopiste? Oui, il y en a. Ouais, enfin moi j'ai une idée là qui me... Enfin, je peux pas. Oui, donc j'ai eu à travailler dernièrement avec, pour la Cité de la Science, on a travaillé sur des mondes positifs après l'effondrement. Voilà. Donc c'est du post-apo après l'apo, vraiment après l'apocalypse. Quoi. Et c'était l'idée de faire des récits qui soient plutôt optimistes, voilà, enfin optimisme, on va dire positif, voilà. C'est-à-dire que on a perdu notre monde, mais celui qu'on est en train de reconstruire a l'air bien meilleur. Voilà. Donc il y a eu c'est un recueil qui s'appelle Renaissance, qui est coédité donc, par la Cité des Sciences et par Syros, où ce sont des auteurs de science-fiction pour jeunes adultes, voilà, qui ont chacun fait des récits, un à 6. Et dedans, il y a vraiment, mon avis, matière à avoir de l'espoir. Après, nous, alors moi, post-apo, pour moi, après je fais une spécialiste du sujet et des termes, mais pour moi, être sûr de l'apocalypse, c'est pas rationnel. C'est-à-dire que l'improbable peut surgir à n'importe quel moment, et il y a encore plein de choses qui sont possibles. Donc, voilà. Après, et puis l'effondrement, il y a plus, enfin, c'est pas d'un coup, c'est vrai qu'il y a plusieurs types d'effondrement, il y a des effondrements. Donc, l'effondrement de la biodiversité, il y a déjà là, mais voilà, donc ça dépend lesquels. Après, nous, on a édité La Parcachée du monde d'El Gabriel, dans lequel, effectivement, c'est un monde qu'on pourrait appeler post-apocalyptique, en tout cas un monde dans lequel il y a une vraie crise énergétique, du réchauffement climatique, des forêts avec des arbres qui meurent, un peu ce qu'on a vu cet été d'ailleurs, mais différemment. Et en fait, comment est-ce qu'il y a des communautés? Il y a des communautés qui, effectivement, eux, ont réinventé un monde, un endroit avec des hackers, avec une autre façon d'autres villes, d'autres façons de se déplacer, etc. Et surtout une autre relation aux espèces. Et c'est ça qui est intéressant. Donc elle a travaillé en fait avec Hervé Le Trott, avec plein de scénaristes pendant des années. Elle a mis 8 ans à l'écrire. Et elle voulait absolument se confronter à ça. C'était vraiment son truc, elle voulait savoir dans quel monde ses enfants vivraient. Et donc, elle a imaginé un monde avec ces données-là, donc climatiques, avec la possibilité effectivement que certaines espèces d'arbres disparaissent. Et elle a imaginé à partir de ça. Et c'est vrai que, bah oui, il y a plein de possibilités de vivre dans ce monde-là. Et ça a l'air. Mais par contre, ça change. Tout est lié, c'est-à-dire que du coup, on n'a pas le même rapport au travail, on n'a pas le même rapport. Enfin, tout est différent. Avec la chaleur, tu ne peux pas travailler sur les toits à n'importe quelle heure. Enfin bref, c'est. Il y a des questions festivals. Oui, elle est sur le festival aussi. Vous pouvez évidemment son roman sur le festival. Moi, j'en aurais un à citer aussi pour donner un exemple post-apocalyptique positif. Ce serait Station 11, donc Station 11, de Emily Sandon Mandel. Il y en a un à lire vraiment. Mais c'est pas gay, sans rien. Non, c'est pas tellement gay. Oui, mais moi je trouve qu'il y a vraiment un processus dedans qui est très intéressant de ce point de vue-là, notamment avec cette question du théâtre. Oui. Voilà. Oui, c'est vrai. Oui.
Mais c'est dur d'en trouver, effectivement. Hein. Et parmi ceux Oui, c'est vrai. publiés récemment, je pense Ouais. que c'est ce qui s'approcherait le plus. En tout cas, c'est un très bon livre. Ouais, c'est un très Oui, c'est un bon livre. Oui, tout à fait. J'ai envie de vous dire, faites le tour aussi du festival et allez poser la question aux éditeurs et aux auteurs qui sont présents si vous cherchez des références. Et aux libraires, multiples aux libraires aussi. Aux libraires, c'est intéressant parce que c'est une question qu'on leur pose de plus en plus. Ouais, complètement. Ouais. Éclatez-vous, posez des questions. Voilà. Une dernière question. Oui. Dans le cadre des utopies que vous imaginez, quelle évolution du système politique vous anticipez? Donc, quel système politique vous imaginez qui pourrait répondre à ces challenges-là? En fait, je me suis rendu compte, en tout cas c'est mon chemin personnel, qu'on ne sait pas ce qui va se passer. Donc en fait, ce qu'il faut, c'est activer tous les boutons possibles et imaginables, et à un moment donné, il y en a un qui va faire basculer le tamis. Donc il y en a plusieurs, par exemple. Justement, dedans, dans les déliés, je me suis inspirée beaucoup d'une expérimentation. J'avais des copains qui étaient dedans, qui s'appelaient Ma Voix, qui étaient des députés qui étaient tirés au sort. Et l'idée, c'était qu'une fois qu'ils seraient élus à la députation, en fait, ils voteraient les lois en fonction des gens qui ont voté pour eux. Enfin, voilà. Donc en fait, ils n'avaient pas de programme, par exemple. Donc là, leur idée, c'était la non-représentation, parce qu'ils partaient du principe que c'est ce qui crée l'ego, c'est ce qui crée les lobbies, enfin bref, etc., etc. Donc il y a plein de possibilités, en fait, de ça. Et ce qui est intéressant, c'est que à chaque fois, ils se frottent au pouvoir, quoi. Et ils se frottent aux structures en place. Donc, après, moi je ne suis pas une spécialiste de la démocratie participative, de tout ce truc-là. J'ai beaucoup d'amis là-dedans, donc la primaire populaire, tout ça, donc je vois ce qui se passe. Ce que je vois, c'est qu'en fait, il y a un système en place qui ne veut pas de l'émergence de ces nouvelles. D'où l'importance à la fois de les bâtir et à la fois de saboter les autres. Et c'est là où moi je crois, mais c'est personnel, que c'est inutile d'aller dans ces places-là. Parce qu'en fait, on leur permet de rester encore un peu. Non, c'est personnel. En tout cas, merci à toutes et tous d'avoir assisté à cette conférence. Et puis, si vous souhaitez aider à rendre réalisées et concrètes ces utopies, vous pouvez retrouver les auteurs sur leur stand, au Salon du Livre, et puis continuer le dialogue avec eux. Et pourquoi pas vous faire signer un livre ou deux. Merci à toutes et tous. Si je peux apporter un petit compliment, je fais un point avec le réel. Le 6-7 octobre, notre ami Julien qui est là, il y a des journées portes ouvertes d'Éco-Micro où vous verrez comment on recycle du matériel informatique et comment on le remet en état. Pédagogiquement, on vous expliquera un petit peu comment ça marche, comment ça se passe. Et c'est un modeste moyen déjà d'aller voir ce qui peut être fait à un certain niveau. Voilà, c'est en local, c'est à... j'ai oublié où tu... Saint-Loubès. Saint-Loubès, pardon, donc c'est pas très loin. Si vous êtes sur Bordeaux, n'hésitez pas. On rappelle le nom de l'entreprise. Éco-Micro. Éco-Micro, et le site c'est monreconditionné.fr. Et un grand merci pour le soutien apporté, et merci aux auteurs présents, et à Xavier Delot, que j'ai un peu fait souffrir sur le timing. Merci. Merci à vous, public. Merci.